Jacob Wabéalo, grand chef du district de Bako, est décédé à l'âge de 69 ans. Il avait été nommé le 9 novembre 2007 par le district de Bako pour prendre la succession de son oncle Albert Wabéalo Pama. Il a été le premier à accepter la construction du centre de contrôle technique de la DI3T sur les terres de sa tribu. Il a participé à la mise en place de plusieurs projets économiques sur les terres coutumières. Pour Jacob Wabéalo, c'était aux coutumiers d'apporter les solutions et de faire évoluer la coutume par rapport au développement économique de la province Nord. En 2014, vous arrivez, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ? Alors, ce qui m'a le plus interpellé, c'est le lien qu'entretenait le régiment avec son territoire. Déjà parce que le RIMAP, c'est le régiment des Calédoniens, présent héritier du bataillon du Pacifique, connu de tous. C'est là où beaucoup de Calédoniens ont effectué leur service national quand il existait. Et c'est aussi un régiment qui, par le biais des tournées en province, les missions que l'on mène dans les tribus, une 50aine par an, est connu dans tous les recoins de la Calédonie et est accueilli dans les tribus. Donc ces missions en tribu constituent vraiment une des spécificités que j'ai découvert ici. Le fait pour un jeune métropolitain de 18-20 ans qui s'engage, qui sont beaucoup des urbains qui ne connaissent pas le milieu rural, de vivre dans une tribu, de découvrir un système de valeurs qui est différent de celui qu'ils peuvent voir en métropole, qu'ils ont connu, de voir cet esprit collectif, représente pour beaucoup un très bon souvenir, parce qu'on arrive, on fait la coutume avec le grand chef. Le matin, on effectue des travaux au profit de la collectivité. L'après-midi, il y a des échanges sportifs, les gens vont à la pêche, à la chasse. Le soir, tout le monde mange ensemble. Et c'est quelque chose qu'ils n'imaginent pas possible chez eux. Et donc, c'est une grande découverte. Et au moment du départ, je peux vous assurer que c'est très, très souvent chargé d'émotions. D'accord. Durant ces 2 années, quels ont été vos gros chantiers ? Alors, durant ces 2 années, on a eu bien sûr une continuité d'activité. En termes de chantier, je pense que la réinstallation d'une compagnie à Nandaï a nécessité un travail en amont et vient de se réaliser à ma plus grande satisfaction. Ensuite, on a eu beaucoup d'activités d'échanges internationaux avec les Australiens, les Américains, mais également, je pense, à Fidji. On a eu aussi ces interventions d'aide aux populations après le cyclone Pam au Vanuatu, au Fidji cette année, où on a participé aux côtés de nos alliés à l'aide dont avaient besoin les populations qui ont été frappées par des cyclones, des phénomènes cycloniques extrêmement importants. D'accord. Est-ce que dans les chantiers, est-ce qu'il y a un chantier qui vous tient le plus à cœur et que vous aimeriez voir votre successeur développer ? Je pense que les tournées en province dont je viens de parler sont quelque chose qui doit être maintenu, qui peut toujours être amélioré avec des partenariats si de grandes entreprises, des organisations du territoire veulent se joindre à nous pour peut-être avoir un effet plus significatif ponctuellement, ça serait une excellente chose. Mais je pense que c'est vraiment la grande caractéristique du RIMAP en Calédonie, c'est cette immersion au sein des populations et il doit être au moins maintenu. Ma dernière question, que retenez-vous de ces 2 années, là, à quelques jours du départ ? Alors, à quelques jours du départ, je retiens beaucoup de choses. Donc, s'il faut faire la synthèse, moi, je retiendrai les relations que j'ai pu avoir avec les Calédoniens, notamment par le biais de la 5e compagnie, ces réservistes qui, nous, les militaires permanents, donc nous partons au bout de 3 ans, mais eux sont là depuis des années. Et ils font preuve d'un grand courage parce qu'ils mènent à la fois une vie professionnelle et cet engagement citoyen dans la réserve où ils consacrent 30 jours par an à la défense. Colonel Izine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Peuples autochtones et réchauffement climatique. C'est le thème choisi par le Sénat coutumier pour cette journée internationale des peuples autochtones. À cette occasion, le Centre culturel Tjibaou ouvre ses portes gratuitement au public. Au programme projections, conférences, témoignages autour du changement climatique dans le Pacifique. Ce matin, un des intervenants a fait une proposition. Est-ce qu'on ne peut pas créer une doctrine de l'environnement? Est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose pour emmener aussi les pollueurs qui s'installent dans notre pays à payer, à participer à ce fonds vert? Parce qu'il ne faut pas compter sur les autres pour nous envoyer de l'argent. Il faut qu'on le crée à partir de nous, de chez nous. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Comment susciter ce fonds? Comment aider? Parce que le monsieur tout à l'heure a parlé des petits fonds qui aident les associations. Mais maintenant, il faut arrêter de braser sur les petites associations. On ne va pas s'en sortir. C'est une prise en conscience qui est importante. C'est important même. Là, on a construit des usines, mais peut-être on aurait pu se baser sur ça. Est-ce que ce n'est pas possible de créer une doctrine de l'environnement par rapport à cela? On y va, J'ai un peu la phobie des aiguilles, donc j'ai hésité, mais c'est important de le faire. Enfin, toute ma famille, elle fait, donc c'est une cause importante. Pas évident pour tout le monde de se lancer ce matin. En effet, pour une grande majorité de ces lycéens, c'est la première fois qu'ils donnent de leur sang. Et ils se sont bien mobilisés. Environ 150 étudiants inscrits pour la collecte qui s'effectue sur 2 jours. Ça permettait d'apporter une petite aide aux autres personnes et si possible d'aider à sauver des vies. Et là, pour une première fois, c'est pas très contraignant. Et moi, je pense que je le referai. Ça pourra aider certaines personnes. Et ça coûte rien. Depuis quelque temps, les stocks de sang en Nouvelle-Calédonie sont au plus bas. Ce genre d'initiative régulière permet d'accroître les réserves, d'autant plus que le sang est utilisable rapidement. Alors tout le sang qui a été prélevé aujourd'hui va d'abord être analysé. Les poches qui seront validées pourront être techniquées et données aux gens qui en ont besoin à l'hôpital. Il y a à peu près un délai de 24 heures sur une poche pour qu'elle soit techniquée jusqu'au bout. L'objectif pour ces médecins et ces infirmières qui font les collectes est aussi de faire de ces nouveaux donneurs des donneurs réguliers. On s'aperçoit que le fait qu'ils aient donné une première fois au lycée, ils sont un peu plus confiants, donc ils vont venir souvent en petits groupes pendant les vacances scolaires. Et ensuite, beaucoup plus tard dans leur vie, on les retrouve et puis ils continuent effectivement parce qu'ils ont eu une première expérience en lycée. Depuis le début de l'année, 11 collectes ont déjà été effectuées dans des lycées. 3 sont encore prévus pour l'année 2016. Docteur Touzin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous faire un petit point sur la situation concernant le don de sang en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, en Nouvelle-Calédonie actuellement, le don de sang se porte assez bien, mais les stocks ne sont pas suffisants, car la consommation est assez forte et le nombre de donneurs que nous arrivons à recruter chaque jour est un petit peu insuffisant. Comment vous expliquez justement qu'il y ait moins de donneurs Alors on l'explique par le fait qu'on a eu beaucoup de consommation ces derniers temps. Depuis 2012, la consommation augmente régulièrement, d'une part. La deuxième chose est que dans certaines périodes, il y a moins de donneurs présents en Nouvelle-Calédonie. Et la troisième est que parfois on a sollicité beaucoup les donneurs, donc on est obligé d'avoir une petite pause envers eux de façon à pouvoir de nouveau les solliciter plus tard. Il y a eu la collecte de sang du coup au lycée du Grand Nouméa. Oui. Est-ce que pour vous c'est un moyen justement de pallier au manque de donneurs dans le centre à Nouméa? Alors la collecte dans les lycées, que ce soit au lycée du Grand Nouméa, où il y a en plus une classe sanitaire et sociale qui fait de l'action pour que la collecte se passe très bien, ça nous permet d'une part de toucher le public des jeunes donneurs, puisque dans un lycée, actuellement en terminale, beaucoup ont 18 ans. Il faut être majeur pour donner son sang. Donc ils sont déjà touchés comme nouveaux donneurs par principe, puisqu'avant ils ne pouvaient pas donner. Deuxièmement, ils sont sollicités souvent par les professeurs ou l'institution pour l'aspect citoyen du don du sang, c'est-à-dire c'est un acte bénévole, anonyme, volontaire, ça sauve des vies, c'est l'acte désintéressé par essence et donc souvent c'est évoqué dans les journées de citoyenneté. Est-ce que justement vous allez essayer de développer plus ce genre d'initiative de collecte dans les lycées? Alors
on les développe au maximum parce qu'on a des demandes de tous les lycées. On essaye d'y répondre en priorité parce que pour nous c'est très important. Il y a certains lycées où on va même 4 fois de suite tellement il y a de personnes à prélever. Une fois que les donneurs sont connus, l'important pour nous est qu'ils deviennent des donneurs fidèles, au sens qu'ils reviennent nous voir. Donc les personnes qui ont donné dans les lycées, on a leurs coordonnées et après on les appelle et on demande s'ils veulent continuer à donner au centre du don de Pacifique Arcade. Et ça pour nous c'est très important d'avoir des donneurs réguliers parce qu'on connaît déjà leur groupe sanguin et on peut les appeler en fonction des besoins, car nos besoins varient en fonction des consommations journalières. Le hasard fait qu'un jour, tous les malades vont être A positif, un autre coup O positif, etc. Très bien, merci beaucoup. Merci. On va aller faire un dernier entraînement avant la foire. Donc, allez, la chauffer un peu, faire un peu de trot, un peu de quinter, quelques virages, et puis voilà. Après, ça sera bon pour partir à la foire. Laurent Moglia prépare Neama une croisée quarter horse pur sang, une jument bien connue des différentes rencontres équestres et qui était sortie finaliste à la foire de Bourail l'an dernier lors de la course de stock. Malgré cela, des entraînements quotidiens restent nécessaires. C'est surtout aussi pour les préparer pour l'endurance, parce que bon, un parcours de stock qui fait entre 400 et 600 mètres sur un terrain accidenté où on leur demande d'accélérer, de ralentir, freiner, repartir. Et donc ils ont besoin d'une certaine capacité à l'endurance, quoi. Donc là, l'échauffement, l'entraînement comme ça, c'est plus justement pour qu'ils acquièrent de l'endurance. Et puis après, l'habilité, bon ben voilà, on fait un peu des changements de pied, on fait faire des changements de pied au cheval quand on a besoin, sur des obstacles, et puis voilà quoi. Hein. Laurent entraîne Neama depuis 11 ans déjà. Une longue complicité qui se ressent sur le terrain. Ce qu'elle a besoin, c'est plus d'endurance. L'habilité, elle l'a, elle fait ses changements de pied, elle connaît son travail, quoi. Elle connaît son métier aujourd'hui. Laurent participe à sa 21e foire. Au fil des années, il a su adapter ses méthodes d'entraînement. C'est quelque chose par contre de quotidien, c'est 20 minutes tous les jours. Donc on fait des petites séances mais beaucoup plus rapprochées. Avant on était jeunes, on faisait beaucoup d'erreurs, notamment on entraînait beaucoup trop parce qu'on voulait bien faire. Et maintenant on se rend compte qu'il faut quand même moins entraîner et puis beaucoup plus de préparation physique pour le cavalier parce que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup mais c'est vachement important. Viens avec toi, allez, tire fort. Allez. Le cheval ici, c'est plus qu'une passion, c'est une histoire de famille. Quant à Neama et Laurent, on les retrouve samedi à 13 h sur le site de la foire pour la course de stock. Benoît Sauré est maraîcher à Pointe-Boute depuis 20 ans. Aujourd'hui, il récolte ses premiers oignons issus d'une nouvelle variété, la Maragogi. Mon fournisseur il est hollandais, hein, les graines sont certifiées européennes. Moi j'avais demandé vraiment de trouver une graine adaptée au climat. Donc, ils font des essais dans le Queensland qui est sur le même parallèle que nous et qui a souvent les mêmes conditions climatiques. L'autre avantage de cet oignon, c'est sa forme. Il est rond et petit. Le problème pour cette première récolte, c'est la météo de ces derniers mois qui n'a pas été favorable. Cette année, c'est très compliqué. La plupart des parcelles ont été ressemées 2 fois. Parce qu'on a des excès de température au mois de février-mars. C'est la première fois que ça nous arrive, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, qui ont brûlé les graines. Donc les graines, là, on avait beau arroser, elles pourrissaient dans la terre. Voilà. Donc il a fallu qu'on ressème et ça a commencé à germer dans de bonnes conditions à partir du 15 mars. Quoi. Résultat, cette année, il a perdu 40% de sa production. Mais Bernard reste positif face à ces résultats car cette nouvelle variété est très populaire sur le marché. Elle sera vendue chez les commerçants 370 francs le kilo. Dernier maître Diassé, vous allez prêter le serment suivant. Je jure, comme avocat, d'exercer les fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je le jure. C'est officiel. Frankie Dihat est devenu le premier avocat kanak. Diplômé en droit public et droit privé, il a prêté serment ce matin devant la cour d'assises au palais de justice de Nouméa. Sa famille était venue en nombre pour assister à cet événement historique, une cérémonie solennelle pleine d'émotions. L'enfant de Nengoné spécialisé dans le droit du travail et de l'urbanisme, mais défendre les femmes victimes de violences est au cœur de sa vocation.
c'est un soulagement. Il faut maintenant appréhender ce qui va se passer demain, c'est-à-dire comment prendre mes fonctions. La pression, elle est effectivement double parce que moi, je veux être un exemple. Et être un exemple, c'est pas seulement prêter serment aujourd'hui, mais c'est aussi exercer et puis pouvoir produire un bon travail plus tard. Donc cela va se mesurer peut-être sur le temps parce que voilà, il faut être à la hauteur de la profession d'avocat qui veut l'excellence. Voilà. Je viens d'arriver avec notre taureau, là, puis là je le rafraîchis un peu. Après je le placerai dans son écurie et puis je vais lui donner à manger. Ce jeune taureau et son éleveur viennent d'arriver ici sur le site de la foire de Bourail après 1 heure de route. Après un transport comme ça, c'est important, ça lui change un peu les idées. Parce qu'il était énervé là, à la descente du camion. Et là, ça le relaxe un peu. Demain matin, Impérial aura droit à une nouvelle douche avec du savon de Marseille, histoire d'être reluisant pour le concours catégorie taureau. Mais ce sera difficile de détrôner Hidalgui, le vainqueur des 2 dernières éditions. À 2 pas de là se trouve Image, une limousine de 850 kilos. Elle est une habituée des concours, mais cette année, elle n'est pas toute seule. Elle va concourir dans la catégorie vache Sweetie. Première année qu'elle est avec Sweetie, avec son veau. Elle son veau là. Là, il est encore un peu créatif, il ne bouge pas trop. Là. C'est la première fois qu'il va y avoir du monde demain. Les concours bovins ouvriront le bal de cette 39e foire de Bourail dès demain à 8 h. Comme chaque année, c'est un franc succès pour ce jeudi des îles Loyauté. En l'espace de 2 heures, on comptait déjà plus de 4000 visiteurs ici à la place des Cocotiers. 300 exposants, 140 stands et plus de 15 000 tonnes de produits en vente. Au programme aujourd'hui, danse, concert, dégustation et vente de produits frais et artisanaux. Une opportunité pour les Loyalciens de mettre en valeur leurs produits. D'habitude, on parle de Lifou et Marais, mais bon, il y a UVA aussi avec nos produits phares tels que le poisson et le cocotier, le copra. Mais là, il y a aussi le maraîchage. C'est vrai que c'est un coût, mais bon, il y a les institutions qui donnent la main à l'association qui chapeaute tout ça. Et en même temps, nous, c'est plutôt pour nous faire connaître. Pour nous faire connaître les gens, quand ils viennent à UVA, ils savent qu'il y a un maraîcher bio là-bas sur place. Monsieur Paul Wilson, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à Cognac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la raison de votre présence ici en Province Nord? Oui, la raison principale pour mon visite en Province Nord est pour présenter un film hier soir à Pointe-des-Miers pour marquer la semaine de NAIDOC. NAIDOC Week, la semaine de NAIDOC est une semaine très importante en Australie pour commémorer, pour célébrer nos peuples aborigènes et insulaires de détroit de Torres, commémorer leur culture, leur langue, leur histoire. La Calédonie et l'Australie, c'est une grande histoire, une histoire d'échanges commerciaux. On a aussi comment dire, nos étudiants qui vont en Australie, nos malades qui vont être soignés en Australie. Et pourtant, nous n'avons pas d'accord commercial. Pourquoi? Nous n'avons pas encore un accord commercial, mais peut-être on peut discuter un accord de libre-échange dans l'avenir. Mais actuellement, ce n'est pas un sujet sur l'agenda. Mais renforcer les liens commerciaux, c'est vraiment le travail de business et des entreprises. Le gouvernement, les gouvernements ont leur propre rôle. Mais pour nous, c'est une question d'encourager les entreprises ici en Australie, de forger des partenariats, d'identifier les avantages compétitifs pour renforcer nos liens commerciaux. Justement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se rend en octobre en Australie. C'est une visite de diplomatie économique. L'objectif, c'est de lever les freins administratifs à l'exportation vers le marché australien. Quel est l'intérêt pour l'Australie?
D'abord, je ne pense pas que ce soit une question de frein administratif, mais le visite proposé serait une bonne occasion de partager d'informations de nos systèmes respectifs, particulièrement sur le domaine de biosécurité, les mesures phytosanitaires. Pour l'Australie, comme j'ai dit, c'est une bonne occasion de parler des échanges commerciaux, mais aussi il y a des questions politiques importantes entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, qu'elle soit indépendante ou pas, est-ce que l'Australie va garder de bons rapports, au moins pour les accords? Oui, bien sûr. Évidemment, le référendum, les questions sont les décisions des Néo-Calédoniens. Indépendance, rester au sein de la République française, ça c'est une question pour les Néo-Calédoniens. Mais nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes voisins de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont une question importante, pas simplement pour les Néo-Calédoniens, mais pour toute la région, y compris l'Australie. Et quoi que ce soit la décision des Néo-Calédoniens, il faut continuer de renforcer nos relations avec la Nouvelle-Calédonie.